La dernière note s'est évanouie, mais les secrets résonnent encore. Bienvenue dans Dossier Mystère, je suis votre animateur Étienne. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Vos messages inspirent chacune de nos histoires. C'est parti pour le premier accord. C'était le genre d'après-midi de juin dont St. Mary Mead était fière. Le soleil doré réchauffait les haies soignées, le parfum prononcé des roses suspendues dans l'air et le léger tintement des tasses de thé se mêlant à des rires polis. Le gala annuel du jardin organisé sur les vastes pelouses du presbytère était une tradition villageoise très appréciée, un moment social qui n'avait d'égal que la fête de Noël. Mais cette année, l'enthousiasme a atteint un niveau encore plus élevé. Pour la première fois, le gala mettait en vedette une véritable célébrité. Sir Neville Creswell, le célèbre chef d'orchestre qui, après des décennies à l'étranger, avait choisi de se retirer tranquillement dans le village, achetant la Glebe House recouverte de lierre au bord du Green. Sir Neville, dont l'humeur dans les salles de répétition était légendaire, s'était adouci, du moins c'est ce qu'on disait, et avait accepté de diriger un intermède musical spécial pour le gala. Les villageois, peu habitués à la grandeur mais non à l'abri de la flatterie, se sont présentés avec leurs plus beaux draps d'été et leurs esprits bavards les plus agressifs. À 3 heures précises, le tout nouveau St. Mary Mead Ensemble, un groupe d'amateurs fougueux des environs, s'est réuni sous un chapiteau flottant. Quelques musiciens regardaient nerveusement le public. D'autres, tenant leurs clarinettes et leurs violons, semblaient simplement ravis de participer à un tel événement. Au centre se tenait Sir Neville lui-même, distingué et droit malgré son âge avancé, sa touffe de cheveux blancs et ses traits pointus de faucon lui conférant un air de gravité que même le temps ne pouvait diminuer. Miss Marple, confortablement installée dans une chaise pliante près de l'avant, regardait avec un léger intérêt. Elle ne s'était jamais considérée comme particulièrement musicale, sauf peut-être pour les hymnes, mais elle éprouvait une profonde satisfaction à observer les gens, et des événements comme ceux-ci offraient un véritable assortiment de la nature humaine. La représentation a débuté avec une compétence surprenante, une pièce légère de Mozart, puis une interprétation pleine d'entrain d'un air folklorique local. La baguette de Sir Neville bougeait avec une autorité facile, attirant une précision surprenante de la part des musiciens nerveux. C'est lors du morceau final, un arrangement de Greensleeve, que quelque chose d'étrange s'est produit. Oury. Milieu de la pièce, Sir Neville hésita. Sa main droite, tenant toujours le mince bâton, tremblait légèrement. Sa main gauche, qui était prête à signaler l'entrée suivante, tomba brusquement sur le côté. L'espace d'un battement de cœur, il resta debout, puis il s'effondra sur l'herbe un tas de fleurs blanches et noires parmi les marguerites. Au début, il n'y a eu qu'une vague de confusion. Madame Hartnell, grosse et excitable, laissa échapper, un halètement étranglé. Monsieur Denning, l'avocat du village, se leva avec incertitude. Quelques musiciens ont interrompu leur jeu au milieu de la mesure, tandis que d'autres ont fait une erreur jusqu'à ce qu'un silence horrifié s'installe finalement. Ce fut le révérend Eversley qui s'avança le premier, sortant précipitamment de la tente de ravitaillement à une vitesse démentie par son âge. D'autres suivirent bientôt. Le docteur Griffiths, un homme corpulent au teint fleuri, s'est agenouillé à côté du conducteur et a procédé à un examen rapide. Miss Marple se leva prudemment de sa chaise, mais ne fit aucune tentative pour se frayer un chemin à travers le groupe de villageois rassemblés. Au lieu de cela, elle se tenait sur le côté, observant avec ses yeux bleus perçants qui voyaient bien plus que la plupart des autres. Est-ce qu'il... Madame Price Ridley, une femme dont l'amour du scandale n'avait d'égal que son amour de l'autorité ecclésiastique, planait au coude du vicaire. Le docteur Griffith se leva époussetant l'herbe de son pantalon. Son expression était grave. « J'ai bien peur que Sir Neville soit mort. » Un halètement collectif parcourut l'assemblée. Quelque part, une tasse de thé s'est brisée sur la terrasse en pierre. Pendant quelques instants, il n'y eut qu'un silence. Stupéfait,
brisé par les doux pleurs d'une jeune femme que Miss Marple reconnut comme étant Alice Carter, qui avait été le second violon. « Cœur, tu penses ?» a demandé le colonel Melchett, le magistrat local, qui s'était frayé un chemin jusqu'au front au bulldozer. « Peut-être, » dit lentement le docteur Griffith, mais... Il hésita, jetant d'un coup d'œil à la forme allongée de Sir Neville. Il serait conseillé d'avertir les autorités. Il faut bien sûr qu'il y ait une autopsie. Le mot « autorité » a provoqué une autre ondulation. Il y avait maintenant une sorte d'excitation sinistre dans l'air, comme si les villageois sentaient qu'ils n'étaient plus de simples spectateurs, mais des participants à un drame en cours. Le vicaire, pâle mais posé, s'éclaircit la gorge. « Peut-être vaudrait-il mieux que nous rentrions tous tranquillement à la maison. Il n'y a rien à faire ici. Miss Marple, ma chère, ajouta-t-il en se tournant vers elle avec une sorte d'appel impuissant, auriez-vous la gentillesse d'accompagner Madame Hartnell? Je crains qu'elle ne soit tout à fait bouleversée. » Miss Marple sourit faiblement et se dirigea vers la femme désemparée, mais pas avant qu'elle ait laissé son regard parcourir une fois de plus la scène. Les musiciens regroupés, chuchotant, entre eux. Le révérend Everslade tapotant distraitement la main de Madame Price Ridley, l'agent du village, l'agent Gregg, s'approchant de la porte avec un malaise visible, et le bâton de Sir Neville, oublié sur l'herbe, sa fine longueur s'est parfaitement cassée en deux. Les yeux de Miss Marple s'attardèrent encore un instant sur le bâton cassé. « Une si petite chose », murmura-t-elle en aidant Madame Hartnell à se relever. Et pourtant, combien de fois les petites choses sont les plus révélatrices. Le soleil continuait de briller, d'une manière incongrue, tandis que les villageois se dispersaient. Mais sous l'après-midi doré, un froid s'était installé sur St. Mary Mead, un froid qu'aucun soleil ne pouvait dissiper. À la boulangerie du village, Madame Bentham a glissé un petit pain aux groseilles supplémentaires dans le panier de Madame Price Ridley, pendant que les deux échangeaient des théories chuchotées. Au bureau de poste, M. Prowse et Miss Hart échangèrent un signe de tête solennel, chacun faisant semblant de ne pas être aussi désireux que l'autre de transmettre des informations recueillies auprès de sources fiables. Même dans le presbytère soigné et ordonné, où le décorum régnait habituellement en maître, la femme du vicaire se retrouvait penchée un peu plus près de la table à thé pour capter chaque mot de la conversation de son mari avec le colonel Melchett, en visite. Il semblait que le village, dans son ensemble, avait décidé que l'affaire ne pouvait pas être aussi simple qu'une mort naturelle. Après tout, Sir Neville était l'image de la santé, c'est du moins ce que disait Madame Chandler du marchand. De légumes, qui prétendait l'avoir vu acheter des pommes la veille seulement avec une vigueur tout à fait incompatible avec une mortalité soudaine. Miss Marple, quant à elle, était assise dans sa roseraie, crochetant un antimacassar complexe, ses cheveux blancs soigneusement rangés sous un chapeau de paille. De son point d'observation, elle pouvait entendre des bribes de conversation occasionnelles dériver sur le muret de pierre qui la séparait de la ruelle. « Du poison, je ne devrais pas me le demander », fit la voix de Madame Sims, la femme du boucher lourde d'un goût sombre. « Plus probablement un accident vasculaire cérébral », répondit Madame Finch, la veuve, dont la connaissance des maladies était vaste et morbidement détaillée. « Ou, » ajouta une troisième voix se transformant en un murmure ravi, « peut-être quelque chose délibéré ?» Miss Marple s'autorisa un petit sourire. Il était vraiment extraordinaire de voir avec quelle rapidité les gens tiraient les conclusions les plus dramatiques lorsque quelque chose perturbait la surface lisse de la vie du village. Elle-même n'était pas portée à de telles envolées. Elle préférait l'observation, observation calme et patiente. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'une sorte de veillée informelle se formait au pub Blue Boar, Miss Marple mettait un point d'honneur à faire une promenade lente et délibérée dans le village. Elle fit un signe de tête à M. Denning, polissant la poignée de porte en laiton de son bureau avec une vigueur inutile. Elle échangea des plaisanteries avec la jeune Alice Carter, qui semblait pâle et distraite, un paquet
de partition sous le bras, et elle s'arrêta de manière significative devant Glebe House, où les fenêtres aux drapés noirs donnaient à la façade joyeuse un air étrangement funéraire. L'agent Gregg était posté à l'extérieur, l'air plus mal à l'aise que redoutable. Il toucha précipitamment sa casquette à l'approche de Miss Marple. « Bon après-midi, constable, » dit-elle doucement. « Bonjour, Miss Marple. » Il se balançait d'un pied sur l'autre, visiblement désireux de se décharger. « L'inspecteur Craddock arrive du comté. Il devrait être là demain, disent-ils. »« En effet, » dit doucement Miss Marple, ses yeux balayant la maison, la propreté du jardin, la netteté de l'allée de gravier. Aucun signe de perturbation. Pourtant, quelque chose lui chatouillait l'esprit, quelque chose à propos de ce bâton cassé. À l'intérieur du sanglier bleu, l'air était chargé de fumée de pipe et encore plus de spéculation. Madame Hartnell, désormais remise de son évanouissement, tenait la cour à l'une des tables, régalant un public enthousiaste de sa version des événements. Et juste avant qu'il ne tombe, je l'ai entendu distinctement crier, a-t-elle déclaré, en tapotant son verre pour insister, une sorte de halètement étranglé, comme si quelque chose l'avait frappé de manière inattendue. « Vraiment ?» a demandé M. Denning en haussant un sourcil sceptique. J'étais assis assez près et je n'ai rien entendu de tel. Peut-être que votre audition n'est plus ce qu'elle était, M. Denning, dit sèchement Mme Hartnell, provoquant un éclat de rire. À une table plus petite dans un coin, le révérend Eversleigh était assis avec l'organiste, M. Philpotts, et la maîtresse d'école du village, Miss Weatherby. Leur conversation était plus calme mais non moins intense. « C'est une tragédie, disait le révérend Eversleigh, mais nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives. Nous devons attendre les conclusions du coroner. » Miss Weatherby pinça les lèvres. Pourtant, on se demande, un homme du tempérament de Sir Neville, avec tant d'ennemis dans son passé, peut-être, M. Philpotts hocha gravement la tête. Un chef d'orchestre exerce un grand pouvoir sur les musiciens. Tous ne l'apprécient pas. Miss Marple entra dans le pub de son pas délicat habituel, accepta un verre de limonade de la barmaid et se plaça suffisamment près pour entendre sans avoir l'air d'espionner. C'était une astuce qu'elle avait perfectionnée au fil des années, l'art de paraître inoffensif, d'inviter à des confidences sans en avoir l'air. « Bien sûr, disait Madame Price Ridley à la table voisine, il y a cette affaire avec son testament. » Plusieurs têtes se tournèrent brusquement. « Son testament ?» répéta Madame Bentham. « Naturellement, » dit Madame Price Ridley d'un air suffisant. « Il se trouve que je sais, par mon cousin qui connaît son avocat, que Sir Neville l'avait révisé la semaine dernière seulement. Quelque chose à propos d'un changement de bénéficiaire. »« Vraiment ?» souffla Madame Chandler en se penchant en avant. « Oh oui, » dit Madame Price Ridley, savourant le moment. Et tout le monde n'en était pas content, je peux vous le dire. Miss Marple sirota pensivement sa limonade. Il était toujours éclairant de voir avec quelle rapidité les motivations surgissaient lorsqu'il s'agissait d'argent. De l'autre côté de la pièce, Alice Carter se leva brusquement, le visage blanc. Sans un mot, elle sortit précipitamment du pub. Les yeux de Miss Marple la suivirent, pensifs. Au moment où elle rentra chez elle, le village fourmillait de théories contradictoires. Certains ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un poison, d'autres d'un meurtre astucieusement déguisé. Certains chuchotaient à propos de dettes, d'affaires scandaleuses, ou de querelles de longue date datant des premiers jours de Sir Neville. À travers tout cela, Miss Marple se déplaçait sereinement, comme un bateau glissant sur des eaux agitées. Elle n'a fait aucune proclamation, n'a émis aucune opinion. Elle a simplement remarqué le bâton cassé, le changement soudain dans le testament de Sir Neville, la détresse d'Alice Carter. Le petit fait significatif est qu'aucun des musiciens n'était allé aux côtés de Sir Neville lorsqu'il s'est effondré. Pas immédiatement. Miss Marple rangea son antimacassar au crépuscule et alluma une petite lampe. La nature humaine, pensait-elle, était une chose curieuse. Au moindre coup de pouce, il révélait ses véritables contours. Jalousie, ressentiment, ambition,
Tout bouillonnait à la surface comme l'eau dans une bouilloire chauffée. Demain, sans aucun doute, l'inspecteur Craddock arriverait plein de formalités et de procédures, et il trouverait sans aucun doute de nombreuses personnes désireuses de pointer du doigt. Miss Marple, cependant, n'avait pas l'intention de pointer du doigt. Pas encore. Au lieu de cela, elle continuerait à observer, tranquillement, avec persistance. Après tout, la vérité, comme la crème, montait toujours au sommet, si seulement on avait la patience de la voir se produire. Bien sûr. L'inspecteur Craddock est arrivé à St. Mary Mead tôt le lendemain matin, apportant avec lui un air de vive efficacité qui a immédiatement déstabilisé le village. Homme d'une quarantaine d'années, grand et bien habillé, au comportement calme et méthodique, Craddock avait déjà rencontré Miss Marple et, à son honneur, n'avait pas commis l'erreur de la sous-estimer. Au contraire, il accueillait secrètement ses idées, même s'il ne l'admettrait jamais aussi ouvertement. L'enquête était prévue pour la semaine suivante, mais Craddock avait l'intention de ne pas perdre de temps pour préparer le terrain. Le corps de Sir Neville avait déjà été transporté à la morgue locale sous la surveillance du docteur Griffith, et les observations préliminaires n'avaient redonné que peu de résultats. Aucun signe évident de blessure extérieure, aucune trace de violence. Juste cet effondrement soudain et troublant au milieu d'une représentation. En milieu de matinée, Craddock avait installé un poste de commandement de fortune dans la salle de lecture du presbytère. Les villageois ont été invités un à un à raconter leurs observations sur les événements de la veille. Miss Marple, bien entendu, fut parmi les premières à être convoquée. « Vous avez été témoin de l'effondrement, Miss Marple ?» demanda Craddock, son stylo posé au-dessus de son cahier. « En effet, dit Miss Marple en croisant soigneusement ses mains sur ses genoux, j'étais assis au premier rang, à quelques mètres. Et avez-vous observé quelque chose d'inhabituel avant la chute de Sir Neville ?» Les yeux bleus de Miss Marple pétillèrent. « Beaucoup de choses, inspecteur, mais peut-être pas ce que d'autres pourraient considérer comme important. » Craddock eut un léger sourire. « J'ai appris, Miss Marple, que votre définition du mot « important » est généralement plus précise que la plupart des autres. »« Eh bien, dit modestement Miss Marple, cela m'a frappé que Sir Neville semblait troublé d'une manière ou d'une autre. Il y avait une tension chez lui avant même le début de la représentation. Pas de peur, précisément, mais une tension. J'ai aussi remarqué, ajouta-t-elle délicatement, que le bâton qu'il utilisait n'était pas son bâton habituel. » Craddock haussa un sourcil. « Pas son propre bâton. Non. Je l'avais vu s'entraîner avec le sien quelques jours plus tôt lors de la répétition tenue dans la salle paroissiale. C'était un bois plus long, plus foncé, légèrement courbé. Celui qu'il avait utilisé lors du gala était tout à fait différent, de couleur plus claire, et comme vous avez pu le constater, il se cassait assez facilement. » Craddock prit note, son esprit tournant rapidement. « Intéressant, autre chose ?» Miss Marple hésita, puis ajouta « La réaction des musiciens. La plupart d'entre eux semblaient stupéfaits, naturellement, mais stupéfaits d'une manière particulière, je pense. Pas seulement par le chagrin ou l'horreur, mais par quelque chose de plus proche de la peur. » Craddock leva vivement la tête. « Peur ?» Miss Marple inclina légèrement la tête. « Vous savez ce que c'est, inspecteur. La peur de l'inconnu, peut-être, ou la peur des secrets sur le point d'être révélés. » Craddock tapota pensivement son stylo contre son cahier. « Merci, Miss Marple. Vous êtes toujours aussi pointue. » Elle sourit doucement. « On essaie, inspecteur. » Alors que Miss Marple quittait la salle de lecture, elle croisa Alice Carter qui se tenait incertaine près de la porte, attendant son tour. La jeune femme lança un regard fugace et anxieux à Miss Marple avant d'être convoquée. Miss Marple en fit une note mentale. La détresse d'Alice était réelle, mais il restait à savoir si elle provenait de la culpabilité, de la peur ou d'un simple chagrin. Pendant ce temps, dans le salon de Glebe House, Craddock interviewait Madame Edith Lonsdale, la gouvernante, de longue date de Sir Neville.
Petite femme sévère d'une cinquantaine d'années, Madame Lonsdale semblait plus indignée qu'endeuillée. « Je lui ai dit, dit-elle en croisant fermement les bras. Je lui ai dit de ne pas se surmener, toujours à bouger, à planifier des concerts, à inviter des étrangers dans la maison. Ce n'était pas sain. Est-ce que Sir Neville avait des problèmes? De santé connue? Demanda Craddock. Pas dont il a parlé, mais ça se voyait, n'est-ce pas? La tension. Toujours quelque chose en tête. Nerveux comme un chat, il l'était ces dernières semaines. Quelque chose s'est passé récemment pour augmenter cette tension? Madame Lonsdale pinça les lèvres. Il y avait des lettres. Elles arrivaient en masse et rapidement. Il les lisait dans son bureau et en ressortait blanches comme une feuille. Il ne voulait pas me dire de quoi il s'agissait. Il les brûlait pour la plupart dans la cheminée. Les yeux de Craddock brillèrent. « Tu en es sûr? J'ai moi-même vu les cendres. Et tu as parlé d'étrangers ?» Madame Lonsdale renifla. « Jeune femme, elle est venue à la porte il y a environ une semaine. Un peu rude, si vous voulez mon avis. Je voulais parler à Sir Neville. Il l'a vue dans le bureau et l'a ensuite renvoyée de mauvaise humeur. Non, je ne l'ai pas compris. Mais elle était bouleversée et pleurait quand elle est partie. » Craddock se pencha en arrière. Une jeune femme, des lettres brûlées, un bâton échangé. L'intrigue s'épaississait rapidement. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait sa propre enquête discrète. C'était remarquable, pensa-t-elle, combien de choses on pouvait apprendre sous couvert d'un appel amical l'après-midi. Elle rendit visite à Madame Witherby à l'école, où elle apprit que Sir Neville s'était particulièrement intéressé au concert annuel de l'école, offrant des conseils non sollicités qui avaient laissé le pauvre professeur de musique assez secoué. Au magasin général, elle apprit que Sir Neville avait commandé un envoi spécial de thé rare et qu'il était venu personnellement l'annuler 2 jours avant sa mort, l'air pâle et malade. Et de Madame Chandler, qui était en train de ranger le cimetière lors de la dernière visite de Sir Neville. Miss Marple entendit quelque chose de particulièrement curieux, que le conducteur avait passé un long moment debout devant une vieille pierre tombale en ruine, appartenant à une famille nommée Ellicott. Ce nom ne signifiait rien pour la plupart des habitants de St. Mary Mead, mais Miss Marple, qui possédait une mémoire encyclopédique des histoires familiales locales, fronça les sourcils, d'un air pensif. Les Ellicott occupaient autrefois une place importante dans le village, il y a de nombreuses années. Un scandale les avait chassés, quelque chose lié à un détournement de fonds, des fiançailles rompues et une mort tragique. Une connexion peut-être? Mais quel genre? Dans la salle de lecture, Craddock faisait lui aussi des progrès. Les Bowcar Societies, entretiens avec les musiciens, ont révélé que si Sir Neville avait été admiré pour son talent, il était moins aimé personnellement. Son caractère, même à la retraite, s'était rapidement enflammé. Il y avait des murmures de vieille rancune, des griefs jamais pardonnés. Et lorsque Craddock a examiné tranquillement le bâton récupéré sur la pelouse du gala, il a trouvé quelque chose d'encore plus inquiétant. Infime trace d'une étrange poudre incrustée dans le bois brisé. Une substance qui, selon le docteur Griffith, aurait pu être hautement toxique si elle avait été absorbée par une coupure mineure ou une ampoule ouverte. Craddock regarda les preuves devant lui et sentit une froide certitude s'installer dans son ventre. Ce n'était pas un hasard. Pas d'accident vasculaire cérébral, pas d'insuffisance cardiaque. C'était un meurtre. Mais par qui et pourquoi? Alors que le crépuscule tombait une fois de plus sur le village, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, son esprit tissant des motifs bien plus complexes que n'importe quel crochet. Sir Neville s'était fait des ennemis, oui, mais le véritable indice, elle en était certaine, ne résidait pas dans les querelles publiques, ni dans les tensions visibles. Il était enterré dans le passé, dans les vieux torts, dans les promesses non tenues, et en un seul bâton brisé, silencieux désormais, mais non sans son message final et mortel. La nouvelle selon laquelle la mort de Sir Neville Creswell était officiellement considérée comme suspecte s'est répandue dans St. Mary Mead,
comme une traînée de poudre. À midi, on pouvait difficilement entrer dans la poste ou chez l'épicier sans entendre des bribes de conversation menées dans des chuchotements pressants et conspirateurs. Poison, dit-on. À travers la peau, comme un de ces assassinats exotiques dont on parle. Miss Marple, reconstituant tranquillement son stock de fil à broder à la mercerie, écoutait sans avoir l'air d'écouter. Elle remarqua les regards aiguisés, la façon dont les voisins se regardaient avec un peu plus de méfiance qu'auparavant. Dans un village aussi étroitement tissé que St. Mary Mead, la suspicion était une chose puissante et corrosive. Dans la salle de lecture du presbytère, l'inspecteur Craddock avait commencé à affiner son champ de suspects. Son point de départ était simple. Qui avait à la fois le motif et l'opportunité? Les musiciens figuraient en bonne place sur sa liste. Ils avaient été à proximité de Sir Neville pendant la représentation. N'importe lequel d'entre eux aurait pu altérer le bâton ou le manipuler au préalable. Alice Carter, la jeune violoniste, fut la première à être rappelée pour interrogatoire. Elle s'assit nerveusement devant Craddock, tordant un mouchoir. Sur ses genoux, les jointures blanches. « Vous connaissiez bien Sir Neville ?» demanda doucement Craddock. « Je suppose que oui, » balbutia-t-elle. « Il m'a aidé. Avec ma musique, je veux dire. Il a dit que j'avais du talent. »« Et tu l'aimais bien ?» Alice hésita. « Il était très strict, très exigeant. Parfois il criait, mais il avait de bonnes intentions, je pense. On vous a vu quitter. »« Le Blue Boar assez brusquement hier, » fit remarquer Craddock. « Étiez-vous contrarié ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Alice. « J'étais juste bouleversé. Je pensais qu'il était invincible. Et maintenant, il est parti, et tout semble... » Elle s'interrompit, enfouissant son visage dans... Le mouchoir Craddock s'accorda une brève pause avant de continuer plus doucement. « Sir Neville vous a-t-il déjà parlé de réviser son testament ?» La tête d'Alice se leva d'un coup, les yeux écarquillés. « Non, je veux dire... Non, il n'a jamais dit quelque chose comme ça. » Craddock a soigneusement noté sa réaction. Véritable choc ou intelligemment simulé. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'est retrouvée à partager une tasse de thé avec Madame Price Ridley et Miss Hart dans le joli cottage de cette dernière. Sans surprise, la conversation a tourné autour de la tragédie et des coupables possibles. « Remarquez mes mots », a déclaré Madame Price Ridley en remuant vigoureusement son thé. « C'est ce type de Philpotts. Il boude toujours la façon dont Sir Neville l'a traité. » Ou Alice Carter, ajouta Miss Hart en baissant la voix. « Les jeunes gens ont souvent des idées au-dessus de leur rang, et Sir Neville était connu pour... » Elle s'interrompit d'un ton significatif. Miss Marple sirota son thé. Elle avait entendu à peu près le même sentiment au marché plus tôt, seulement avec des noms différents associés au rôle du méchant. C'était vraiment fascinant de voir avec quelle rapidité la suspicion s'adaptait aux aversions personnelles de chacun. Le soir, Craddock avait dressé une liste préliminaire. 1. Alice Carter, jeune, ambitieux, peut-être plein de ressentiment si les promesses n'étaient pas tenues. Une instabilité émotionnelle aurait pu la pousser à agir. 2. Monsieur Philpotts, l'organiste, méprisé et humilié par l'autoritarisme de Sir Neville. Une rancune latente. 3. Madame Lonsdale, la gouvernante, qui servait Sir Neville pendant des années. De nombreuses opportunités, et peut-être un motif caché dans ses lettres brûlées. Stephen Lorimer, le violoncelliste principal de l'ensemble, un homme aigri connu pour son tempérament violent et sa carrière musicale ratée. Visiteur inconnu, la mystérieuse jeune femme qui avait visité Glebe House et était repartie en larmes. La liste était trop longue pour qu'on puisse agir directement. Craddock savait que sans davantage de preuves, toute décision serait prématurée. Pendant ce temps, Miss Marple avait ses propres pensées. Elle se retrouva attirée une fois de plus par Alice Carter. Il ne s'agissait pas seulement du désarroi de la jeune femme. Ce n'était pas non plus quelque chose qu'elle avait dit directement. C'était une petite chose.
la façon dont Alice avait tremblé lorsque Madame Price Ridley avait mentionné le testament du Blue Boar. Une réaction assez naturelle, peut-être, mais Miss Marple avait vécu assez longtemps pour connaître la différence entre le chagrin et la peur. Elle a décidé de faire une petite expérience. Le lendemain matin, elle a invité Alice à prendre le thé sous prétexte de discuter de la prochaine vente caritative à l'église. Alice arriva pâle et réservée, et pendant un moment elles parlèrent légèrement de guirlandes et de stands de gâteaux. Mais tandis que Miss Marple remplissait à nouveau la tasse de la jeune fille, elle dit doucement « C'est une affaire si épouvantable à propos de Sir Neville. » La main d'Alice trembla légèrement alors qu'elle soulevait sa tasse de thé. « Oui, terrible. C'est si généreux de sa part, » a ajouté Miss Marple sur le ton de la conversation, « d'avoir pensé aux autres, même à la fin, réviser son testament, je veux dire. » Alice se raidit, la tasse de thé cliquetant dans la soucoupe. Miss Marple sourit gentiment et changea de sujet, mais intérieurement, elle hocha la tête. Confirmation. La jeune fille connaissait le testament. Mais que savait-elle exactement? Et la connaissance était-elle la même chose que la culpabilité? Ailleurs dans le village, Craddock poursuivait une autre ligne. Il avait envoyé un message à Londres pour s'enquérir de la carrière et de la vie personnelle de Sir Neville. Les premières réponses dressaient un tableau complexe. Un homme, admiré pour son génie mais méprisé pour son arrogance. Une carrière ponctuée de querelles, de partenariats brisés et d'égos blessés. Et puis vint le rapport le plus intrigant à ce jour. Une lettre d'un ancien collègue, suggérant que Sir Neville avait été impliqué dans un vieux scandale. Une histoire d'amour qui s'était mal terminée, suivie de menaces de révélation et de disgrâce. Le nom de la femme, Emily Ellacott. Craddock se rassit, le nom résonnant comme une corde sensible. Ellacott, le même nom que Miss Marple avait noté sur la pierre tombale. Coïncidence? Il en doutait. Il convoqua immédiatement Miss Marple. Lorsqu'elle arriva, il lui remit la lettre sans un mot. Elle le lut, son expression changeant à peine. « Oui, » dit-elle doucement. « Cela expliquerait beaucoup de choses. Vous pensez que la mort est liée à ce vieux scandale. Je pense, » a déclaré Miss Marple, « que les gens échappent rarement à leur passé, peu importe la distance qu'ils parcourent ou la grandeur de leur réputation. » Craddock hocha sombrement la tête. « Alors nous devons retrouver cette jeune femme, la visiteuse de Glebe House. »« Oui, » acquiesça Miss Marple, les yeux pensifs, « car je crois qu'elle détient la clé, non seulement de la mort de Sir Neville, mais de tout le schéma tragique qui s'est déroulé. » À l'extérieur, le village poursuivait ses routines. Cuisiner, bavarder, s'occuper des jardins, tandis que sous la surface, des courants plus sombres s'agitaient. Miss Marple, regardant le soleil se coucher derrière les toits, savait que la vérité était désormais proche. Mais comme une mélodie délicate cachée dans une grande œuvre orchestrale, il fallait une oreille perspicace et un cœur patient pour l'entendre clairement. C'est par un calme jeudi matin que l'indice s'est finalement révélé, non pas avec le flair dramatique d'un roman policier, mais avec le déroulement doux, presque inaperçu, que Miss Marple avait depuis longtemps compris comme étant la véritable nature de la découverte. Le village continue son rythme quotidien. Chez le marchand de légumes, Madame Bentham marchandait des choux. Au sanglier bleu, les habituels nœuds de commérage s'accrochaient à leurs pintes, chaque nouvelle, rumeur plus fantastique que la précédente. Pourtant, alors même que St. Mary Mead poursuivait son chemin, la tension montait comme l'air oppressant et humide avant une tempête d'été. L'inspecteur Craddock, déterminé à retrouver le visiteur insaisissable de Glebe House, avait envoyé des enquêtes aux villages voisins et aux grandes villes. Un signalement de la jeune femme, début d'une vingtaine d'années, blonde en détresse, avait circulé discrètement. Pendant ce temps, Miss Marple pensait que la solution ne viendrait pas de la chasse, mais de l'attente, et observait. C'est un de ces matins apparemment sans incident, alors qu'elle se promenait devant le cimetière avec son panier de laine à tricoter,
que Miss Marple s'arrêta devant la vieille pierre tombale d'Elacotte. C'était une parcelle solitaire et négligée. L'inscription à peine lisible, à la mémoire d'Emily Elacotte, fille et sœur bien-aimée. 30 1926. Elle aimait beaucoup. Miss Marple restait immobile, se rappelant les vagues contours du scandale qui avait jadis englouti la famille Elacotte. Emily, jeune et impressionnable, avait été trompée et abandonnée par un homme de statut. La famille, déjà en difficulté financière, avait été ruinée par la disgrâce. Emily elle-même était décédée tragiquement. Certains murmuraient un suicide, même si cela n'avait jamais été prouvé. Et l'homme? Il avait disparu du village peu de temps après. L'homme s'appelait Neville Creswell, l'esprit de Miss Marple, toujours aussi vif, a assemblé les pièces. Sir Neville était parti poursuivre son illustre carrière, abandonnant les décombres derrière lui. Mais le temps, comme elle le savait bien, ne guérissait pas toutes les blessures. Certains suppuraient en silence. Elle continua sa marche, ses pensées bouillonnant sous son extérieur placide. L'indice caché, réalisa-t-elle, n'existait pas du tout. C'était une relation, un lien enfoui dans le passé, ressuscité par la culpabilité et peut-être par la vengeance. Dans la salle de lecture du presbytère, Cradock était en train de réviser ses notes lorsqu'un télégramme arriva. Il le lut avec un froncement de sourcils grandissant, puis appela Miss Marple. La jeune femme qui a rendu visite à Sir Neville a été retrouvée, a-t-il déclaré sans préambule. Son nom est Ruth Elacotte. Elle est la petite nièce d'Emily. Elacotte. Les mains de Miss Marple, soigneusement croisées sur ses genoux, se resserrèrent presque imperceptiblement. Elle vit à East Grinstead, a poursuivi Cradock. Elle a accepté de venir être interrogée. Très sage, murmura Miss Marple. Très sage, en effet. Lorsque Ruth Elacotte est arrivée, elle était très différente de ce que beaucoup dans le village avaient imaginé. Il n'y avait aucune sournoiserie, aucune méchanceté dans son attitude. Elle était mince, d'apparence sérieuse, avec des yeux bleus anxieux et une attitude qui parlait plus de chagrin que d'intrigue. Dans le bureau de Cradock, elle était assise, les mains tremblantes jointes. « Je ne lui ai pas fait de mal, dit-elle, immédiatement. « Je jure que non. Nous voulons seulement la vérité, Miss Elacotte, dit doucement Cradock. Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. J'ai trouvé de vieilles lettres parmi les affaires de ma grand-mère, des lettres d'Emily. Elle était amoureuse de Neville Creswell. Il a promis de l'épouser, mais quand elle est devenue, alors qu'elle attendait un enfant, il l'a abandonnée. Miss Marple, écoutant silencieusement dans un coin, ressentit une profonde tristesse. C'était une histoire vieille comme le monde. « Ma famille ne s'en est jamais remise, » murmura Ruth. « Mon arrière-grand-mère a tout perdu, l'argent, la réputation. Émilie est morte, c'était un scandale. »« Et tu as décidé de le confronter ?» demanda Cradock. Ruth hocha misérablement la tête. « Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait, qu'il soit désolé. Mais quand je l'ai confronté, il est entré en colère. Il a dit que j'étais un menteur, que j'essayais de le faire chanter. Il m'a crié de sortir. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je suis parti. Je ne l'ai plus jamais revu. « As-tu touché à quelque chose dans la maison ?» demanda Cradock. « Non, j'ai à peine mis les pieds à l'intérieur. Juste le bureau où il m'a rencontré. » Miss Marple étudia pensivement la jeune fille. Il n'y avait aucune ruse ici, seulement de la douleur. Quand Ruth fut partie, Cradock soupira et se frotta le front. « Elle ne me semble pas capable de meurtre, » a-t-il déclaré. « Non, » acquiesça Miss Marple, « mais sa visite a effrayé Sir Neville. Elle a perturbé le monde soigneusement organisé qu'il s'était construit. La peur, inspecteur, est une chose des plus dangereuses. » Cradock se pencha en arrière. « Tu penses qu'il soupçonnait que quelqu'un d'autre pourrait le dénoncer ?»« Peut-être, » dit doucement Miss Marple, « ou peut-être qu'un de ses proches a vu l'opportunité d'agir alors qu'il était vulnérable. » Ils ont été interrompus par l'agent Gregg qui est entré avec un petit colis. « J'ai trouvé ceci, monsieur. »
dans le bureau de Sir Neville, caché derrière le faux dossier d'un tiroir de bureau. Craddock ouvrit le colis avec précaution. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents soigneusement pliés et une petite pochette en velours. Les documents étaient des copies de la correspondance de Sir Neville avec son avocat. Et la pochette contenait « poison », dit Craddock d'un air sombre, lisant l'étiquette du pharmacien qui l'accompagnait. Une substance rare et mortelle, absorbée par la peau. Il leva brusquement les yeux. Caché. Pourquoi? Les yeux de Miss Marple étaient graves, parce que Sir Neville avait peur d'être exposé. Peut-être qu'il voulait se protéger. Ou peut-être qu'il voulait faire taire quelqu'un qui en savait trop. Une pensée effrayante. Sir Neville avait-il projeté de commettre un meurtre lui-même? Et avait-il été assassiné avant de pouvoir agir? C'était une possibilité qu'aucun des deux détectives n'aimait. Ce soir-là, Miss Marple prit le thé seule dans son jardin, laissant le doux tintement de la porcelaine et le parfum du chèvrefeuille apaiser son esprit. Elle réfléchit à ce qu'elle savait. Sir Neville, coupable de cruauté passée, hanté par de vieux péchés, Ruth Ellicott, en quête de reconnaissance, et non de vengeance. Les musiciens pleins de petits griefs, un bâton cassé, empoisonné, une cache cachée de poison dans le propre bureau de Sir Neville, et une autre chose, petite, facilement négligée. Miss Marple se leva et entra. Elle ouvrit un petit carnet dans lequel elle notait la vie du village, naissance, mariage, décès. Là, soigneusement rangée sous le nom Ellicott, elle l'a trouvé, une connexion. Un fil, pas seulement entre Sir Neville et Emily Ellicott, mais entre Sir Neville et un autre membre de la population actuelle de St. Mary Mead. Quelqu'un qui avait bien plus de raisons d'être rancunier que quiconque ne le soupçonnait. Quelqu'un qui avait souri, hoché la tête et caché une blessure purulente sous le vernis des convenances du village. La main de Miss Marple planait au-dessus du téléphone. Demain, pensa-t-elle, ce serait bien assez tôt. Le piège était presque prêt à être déclenché. Elle sourit légèrement en éteignant la lumière. À St. Mary Mead, la justice n'est pas venue avec un rugissement, mais avec la certitude tranquille et implacable d'un esprit qui n'a rien manqué et qui a très peu pardonné. L'aube fraîche du samedi matin apportait avec elle une sensation de calme qui pesait lourd dans l'air, comme si le village de St. Mary Mead retenait son souffle collectif. Les ragots s'étaient calmés, remplacés par un murmure d'anticipation. Les villageois ne murmuraient plus de spéculation. Ils attendaient, observaient. Un sentiment d'utilité s'était installé en eux, même si peu de gens pouvaient en identifier la source. Miss Marple, pour sa part, avait passé la matinée à inspecter tranquillement le contenu du bureau de Sir Neville au presbytère. Plus elle examinait les artefacts familiers, les programmes de concert encadrés, les pupitres de cuivre ternis, les volumes usés sur les étagères, plus elle comprenait une vérité simple. Sir Neville s'était construit une vie, qui était autant une question d'image que d'accomplissement. Sa musique était légendaire, certes, mais l'homme qui l'avait composée l'était bien moins. Sous l'extérieur poli, sous la carrière orchestrée, se cache un réseau de trahisons personnelles et de regrets cachés. Et maintenant, un dernier secret avait fait surface. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une chose ou d'un document, mais d'une personne. Une personne qui, comme Miss Marple l'avait soupçonnée à juste titre, était liée au passé d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Ruth Ellicott, la petite nièce désemparée, n'avait pas été la seule à rendre visite à Sir Neville récemment. Quelqu'un d'autre s'était glissé dans son monde, quelqu'un de bien plus proche de lui que les autres ne le pensaient. Un membre du village, quelqu'un qui a les moyens et la motivation pour orchestrer le silence final du chef d'orchestre. Miss Marple avait passé des jours à réfléchir à la dernière pièce du puzzle, observant les subtils changements de comportement et notant les réactions des principaux acteurs impliqués. Il était désormais temps de tout rassembler. Cet après-midi-là, le bureau du vicaire était rempli d'un air de tension dont seul Craddock semblait inconscient.
Il faisait les 100 pas, vérifiant sa montre, lorsque Miss Marple arriva, son expression toujours aussi calme. « Miss Marple », la salua Craddock en levant les yeux de son bureau. « J'ai fait venir le dernier des témoins. Je pense que nous sommes presque prêts à affronter le tueur. » Miss Marple offrit un petit sourire. « J'espère que vous me pardonnerez, inspecteur, mais je crains que nous ne prenions une longueur d'avance. Vous voyez, j'ai réfléchi à quelque chose. » Craddock plissa légèrement les yeux. « Continue. » « Je crois, dit doucement Miss Marple, que la vérité réside dans une confrontation d'un genre très différent. Non pas entre nous et le meurtrier, mais entre le meurtrier et son propre passé. » Craddock parut légèrement perplexe, mais lui fit signe de continuer. « Dites-moi, dit Miss Marple d'une voix douce mais insistante, qui a le plus à perdre de la révélation du passé de Sir Neville? Quelle vie dont la réputation s'effondrerait si les squelettes dans le placard de Sir Neville étaient exposés? » Craddock fit une pause, retournant la question dans son esprit. « Cela pourrait vraiment être n'importe qui. Cet homme avait de nombreux ennemis. Mais je pense la même chose. Il y a plus qu'un simple acte de vengeance. J'ai quelques noms en tête. » « Des noms, inspecteur. » Miss Marple sourit faiblement. « Mais je crois que vous avez oublié un nom, et je pense que c'est celui sur lequel vous devriez vous concentrer. » Craddock la regarda avec un mélange de curiosité et de prudence. « OMS ? Madame Edith Lonsdale, » dit doucement Miss Marple. Le visage de Craddock se crispa. « La gouvernante ? Oui, » continua Miss Marple d'un ton pensif. « Vous voyez, Madame Lonsdale est au service de Sir Neville depuis des années, depuis qu'il a déménagé au village. Elle était plus qu'une simple servante. Elle était une confidente. Une compagne proche, et oserais-je le dire, une femme d'une grande fierté. Mais sûrement, commença Craddock, puis s'arrêta. Il n'avait aucune réponse à cette question, et la confiance tranquille de Miss Marple le fit réfléchir. « Laissez-moi vous expliquer, » dit-elle en se déplaçant vers une chaise près de la fenêtre. « Madame Lonsdale n'est pas n'importe quelle femme de ménage. C'est une femme qui est fière de sa capacité à contrôler les situations, à s'assurer que tout se passe comme il se doit. Elle a servi Sir Neville pendant des années, à garder sa maison impeccable, à gérer ses affaires, et en retour, elle a été non seulement bien rémunérée, mais également vénérée par lui, peut-être d'une manière que d'autres n'ont jamais vraiment vue. » Craddock hocha lentement la tête, commençant à comprendre où Miss Marple voulait en venir. « Vous pensez qu'elle a joué un rôle dans la mort de Sir Neville ? » « Je ne pense pas qu'elle l'ait fait, » dit doucement Miss Marple. « Je pense qu'elle avait toutes les raisons de vouloir sa mort. Vous voyez, Edith Lonsdale était plus que simplement fidèle à Sir Neville. Elle était profondément investie dans le maintien du contrôle qu'elle avait sur lui. Si son passé, ses méfaits, étaient à révéler, cela ternirait tout ce pour quoi elle avait travaillé. » Les yeux de Craddock s'écarquillèrent alors que les pièces commençaient à se mettre en place. « Mais elle ne l'a pas fait elle-même. Elle ne l'aurait pas fait. »« Non, » acquiesça Miss Marple. « Mais elle aurait facilement pu faciliter les choses. Elle savait comment gérer les choses dans la maison de Sir Neville, comment se déplacer inaperçue, comment cacher les choses aux regards indiscrets. Et elle savait à quel point il craignait d'être exposé. » Il y eut un long silence pendant que Craddock pesait les paroles de Miss Marple. Finalement, il parla, d'une voix basse et pensive. « Vous pensez que Madame Lonsdale a demandé à quelqu'un d'autre de faire le sale boulot, quelqu'un qui bénéficierait de la mort de Sir Neville? »« Oui, » dit fermement Miss Marple. « Mais qui? C'est la prochaine question à laquelle nous devons répondre. Madame Lonsdale n'a pas agi seule. Elle a eu de l'aide, quelqu'un de proche d'elle, quelqu'un ayant un lien avec le passé de Sir Neville. » Le front de Craddock se plissa. « Un membre, de la famille, peut-être. »« Pas tout à fait, » dit Miss Marple, une lueur de réalisation dans les yeux. « Je pense que vous découvrirez que celui qui avait le plus à gagner de la mort de Sir Neville, à part Madame Lonsdale, était quelqu'un à qui personne ne s'attendait. » Ce soir-là, dans le salon de Glebe House, la théorie de Miss Marple commença à prendre forme, alors que Craddock convoquait les suspects restants un par un. Madame Lonsdale fut la première à être interrogée.
Elle entra dans la pièce, son expression froide et posée, son visage un masque illisible. « Madame Lonsdale, commença Craddock, je viens d'avoir une conversation intéressante avec Miss Marple. Il semble que votre relation avec Sir Neville ne se résume pas à ce que l'on voit. » Les yeux de la gouvernante se plissèrent, mais elle ne dit rien. « Voudriez-vous m'expliquer » demanda Craddock, sa voix douce mais ferme. La mâchoire de Madame Lonsdale se serra. « Je sers fidèlement Sir Neville depuis des années. Je n'ai rien à cacher. »« Rien à cacher » répéta Craddock en se penchant en avant. « Vous l'avez aidé à dissimuler un très vieux secret, n'est-ce pas? Un secret à propos d'Emily Ellacott. Et quand ce secret était sur le point d'être révélé, vous avez décidé de faire quelque chose. » Madame Lonsdale se raidit, ses mains agrippant le bord de la chaise. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Craddock sourit faiblement. « Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous vous êtes assuré que la mort de Sir Neville n'était pas un accident. Vous vous êtes assuré que ce n'était pas une cause naturelle. Madame... » Lonsdale se leva brusquement, le visage pâle mais la voix ferme. « Vous ne pouvez rien prouver, inspecteur. » Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, eut un petit sourire satisfait. Pendant un instant, il n'y eut que le silence dans la pièce, interrompu seulement par le faible tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. Miss Marple étudia attentivement Madame Lonsdale, notant la détermination de la femme, la façon dont ses mains se crispaient sur ses côtés. Il n'y avait aucune trace de culpabilité dans sa posture, aucun tremblement trahissant dans sa voix. Si c'était elle le meurtrier, elle était experte dans l'art de le cacher. Craddock cependant n'a pas cédé. Sa voix était ferme, son regard ne quittait jamais le visage de la gouvernante. « J'ai bien peur que vous vous trompiez, Madame Lonsdale, » dit-il doucement. « Vous avez peut-être été assez intelligent pour brouiller les pistes, mais il y a une chose dont vous n'avez pas tenu compte. » Madame Lonsdale haussa un sourcil, le premier signe d'incertitude perçant son sang-froid. « Le bâton, » poursuivit Craddock, « le bâton cassé qui a été trouvé sur la pelouse, celui que Sir Neville tenait lorsqu'il s'est effondré, celui qui avait des traces de poison incrustées dans le bois. Vous étiez juste là, n'est-ce pas? Vous aviez accès à tout dans la maison. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent alors qu'elle écoutait, son esprit reconstituant les prochaines étapes. Le regard de Craddock resta fixe. « Ce que vous n'aviez pas réalisé, Madame Lonsdale, c'est que Sir Neville avait déjà prévu de mourir. Il avait le poison. Il avait tout préparé. Mais ce à quoi vous ne vous attendiez pas, c'est qu'il n'allait pas mourir seul. » La gouvernante bougea inconfortablement. « De quoi parles-tu » Craddock fit un léger signe de tête à Miss Marple, qui se leva maintenant, un doux sourire traversant son visage. « Sir Neville n'avait pas seulement peur d'être exposé, Madame Lonsdale, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Il craignait les conséquences même de ses actes passés, la mort d'Emily Ellacott et la destruction de sa famille. Mais Emily n'était pas la seule à avoir été blessée, n'est-ce pas ?» Le visage de la gouvernante pâlit, et elle recula d'un pas. Les yeux de Miss Marple ne quittèrent jamais les siens, alors qu'elle continuait. « Vous voyez, Madame Lonsdale, la clé de tout ce mystère était cachée dans votre relation avec Sir Neville. Pas seulement en tant que gouvernante, mais en tant que personne qui avait une connaissance intime de ses péchés et qui savait jusqu'où Sir Neville irait pour se protéger. » Miss Marple se tourna vers Craddock, sa voix étant désormais ferme. « Je crois que le poison de Sir Neville était destiné à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait plus à gagner de sa mort qu'aucun d'entre nous ne le pensait. » À cela, le souffle de Madame Lonsdale s'est coupé, mais elle a rapidement repris le contrôle. Elle croisa les bras et regarda Miss Marple. « Je ne sais pas ce que vous insinuez, mais vous n'avez aucune preuve. Il n'y a rien qui me relie à ce crime. » Les yeux perçants de Craddock se tournèrent vers les documents posés sur la table. « Mais il y a une chose que nous avons, Madame Lonsdale. Nous avons trouvé une lettre cachée dans le bureau de Sir Neville, une lettre qui vous est adressée de la part de Ruth Ellacott. » Le visage de la gouvernante devint encore plus blanc. « Non,
murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Nous savons tout, Madame Lonsdale, » dit calmement Craddock. « Vous saviez qu'Emily Ellicott avait un enfant. Vous saviez que Sir Neville l'avait abandonnée. Mais vous saviez aussi que Ruth Ellicott n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Elle est venue au village, pensant qu'elle confrontait simplement Sir Neville à propos d'un scandale mort depuis longtemps. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle se tenait au bord d'une vérité bien plus sombre. Miss Marple s'avança, sa voix calme mais insistante. La vérité selon laquelle Sir Neville avait payé quelqu'un pour garder les secrets cachés. Vous, Madame Lonsdale, étiez son bouclier. Mais la visite de Ruth Ellicott a tout bouleversé. Vous ne vouliez pas qu'elle révèle la vérité. Alors vous vous êtes assuré que Sir Neville n'aurait jamais à répondre de ce qu'il avait fait. Madame Lonsdale regardait Miss Marple, les lèvres tremblantes. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais ne dit rien pendant plusieurs instants. Puis, d'un ton calme, presque vaincu, elle marmonna « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » « Vous saviez ce que Sir Neville avait fait à Emily ?» a poursuivi Miss Marple. « Vous saviez que son passé était comme un fusible qui s'enflammait lentement, et Ruth Ellicott était la solution. Vous n'essayiez pas seulement de le protéger, vous vous protégiez vous-même. Vous l'aviez aidé à brouiller les traces pendant des années. Mais une fois Ruth est apparue, vous avez réalisé que vous pourriez également être attrapé. Alors vous vous êtes assuré qu'elle ne révélerait jamais la vérité. » Les épaules de Madame Lonsdale s'affaissèrent. Je pensais pouvoir le contrôler. Il était sous ma responsabilité, voyez-vous. J'étais celui qui connaissait le passé, celui qui l'avait aidé à enterrer les secrets. C'était un imbécile et je devais le protéger. Il ne méritait pas qu'on lui retire tout ce pour quoi il travaillait, pas après tout ce qu'il avait accompli. « Et Ruth ?» demanda Craddock. « Qu'est-ce qu'elle méritait ?» Le visage de la gouvernante se tordit d'amertume. Elle ne méritait rien, rien que d'être tenue dans le noir. À quoi cela lui servirait-il de connaître la vérité? Cela la ruinerait comme cela m'a ruiné. Vous ne vouliez pas perdre votre poste, dit doucement Miss Marple. Vous étiez complice de ses péchés, et vous craigniez que Ruth ne le révèle également. Je ne voulais pas le perdre, a admis Madame Lonsdale, la voix brisée. Il m'avait tout donné. J'avais fait des sacrifices. Pour lui, il me devait. Et donc vous l'avez empoisonné, dit doucement Craddock. Mais tu n'avais pas réalisé qu'il avait déjà planifié sa propre mort. Il avait l'intention de mourir de ses propres mains. Mais tu pensais qu'il essayait de te le laisser faire, n'est-ce pas? Cette prise de conscience frappa la gouvernante comme un coup dur, et elle se laissa tomber sur sa chaise. Sa poitrine montait et descendait rapidement comme si elle avait du mal à respirer. « Oui, » murmura-t-elle, les mots s'échappant précipitamment. « Je pensais qu'il me laisserait tout, que je serais protégée. » La voix de Miss Marple s'adoucit de compassion. « Mais vous ne vous contentiez pas de le protéger. Vous vous protégiez vous-même, n'est-ce pas? Vous ne pouviez pas supporter l'idée d'être exposé. Vous ne pouviez pas supporter que la vérité éclate. Tout ce que j'ai fait, a déclaré Madame Lonsdale en secouant la tête, c'était pour empêcher que tout ne s'effondre. » Craddock s'avança. « Vous n'échapperez pas aux conséquences, Madame Lonsdale. Vos actions ont conduit à ce moment. Et maintenant, vous ferez face à la vérité. Les aveux de la gouvernante ont brisé l'atmosphère tendue, mais dans son sillage, le calme semblait encore plus profond. L'esprit de Craddock s'emballait alors qu'il rassemblait les derniers détails. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple en jetant un coup d'œil vers lui. « Je l'ai fait, » répondit Craddock, toujours secoué. « Mais je n'avais jamais réalisé à quel point cela était profond. Le meurtre était censé être une dissimulation, une tentative désespérée de contrôler un passé qui le rattrapait déjà. Et en fin de compte, c'est la peur d'être révélé de Madame Lonsdale qui l'a poussé à commettre le crime. Alors, que Craddock se préparait à arrêter Madame Lonsdale, Miss Marple restait assise, les yeux pensifs. Elle avait résolu le mystère, mais le poids du mystère pesait lourdement sur l'air. Derrière les couches de tromperie, de trahison et de culpabilité se cache la vérité tacite
selon laquelle les gens feraient presque n'importe quoi pour se protéger, de leurs propres actions, de leur passé et des conséquences de leurs propres décisions. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines de St. Mary Mead, Miss Marple réfléchissait tranquillement, sachant que le village retrouverait son rythme habituel dans les jours à venir, mais qu'une ombre resterait, car la vérité avait été découverte. Mais elle n'était pas venue sans coup. La soirée était tombée froide, le froid glacial de l'air de la fin de l'automne s'infiltrant dans tous les recoins du presbytère. À l'intérieur, la petite salle de lecture était chaleureuse. Ses fenêtres brillaient faiblement dans le crépuscule déclinant. Le doux bruissement des papiers et le léger clic des aiguilles à tricoter de Miss Marple remplissaient la pièce par ailleurs calme, tandis que le détective rassemblait calmement les fils de l'affaire. La vérité était désormais connue. Madame Edith Lonsdale, la fidèle gouvernante, avait assassiné Sir Neville Creswell, non pas par méchanceté aveugle, mais par besoin de préserver la vie délicate qu'elle avait soigneusement construite à ses côtés. Craignant d'être exposée pour son rôle dans la dissimulation des nombreux secrets de Sir Neville, elle avait fait des efforts extrêmes pour se protéger, ainsi que pour protéger l'homme qui, à sa manière, avait subvenu à ses besoins pendant toutes ces années. Pourtant, alors même que les aveux avaient été faits, Miss Marple savait qu'il y avait quelque chose de plus, une vérité subtile et tacite qui n'avait pas encore été révélée. Elle avait ses soupçons, et maintenant, alors que les pièces se mettaient en place, elle savait qu'elle avait un dernier test à réaliser, un dernier moment où la vérité pourrait être découverte une fois pour toutes. Plus tôt dans l'après-midi, Craddock était parti pour le commissariat avec Madame Lonsdale, la plaçant en garde à vue. Son sentiment habituel de confiance avait été ébranlé par le profond réseau de manipulation qu'il venait de dénouer. Miss Marple, cependant, était restée calme, son esprit ayant déjà plusieurs longueurs d'avance dépassant les aveux pour s'intéresser aux éléments tacites de l'affaire, les motivations, le sous-texte, les émotions cachées. Alors que la nuit s'enfonçait dans le village. Les pensées de Miss Marple retournèrent à Ruth Ellicott, la jeune femme venue à St. Mary Mead pour chercher la vérité sur la vie tragique de sa grand-tante Émilie. Ruth était arrivée au village sans se rendre compte de l'ampleur de la trahison. Son désir sincère de justice avait été assombri par la révélation du sombre passé de Sir Neville et, en fin de compte, par la vérité sur le chagrin de sa propre famille. Et pourtant, la réaction émotionnelle de Ruth n'avait jamais été à la hauteur de la gravité de la situation. L'esprit vif de Miss Marple avait repéré les petites incohérences, les allusions tacites à la culpabilité. Ce soir-là, Miss Marple a fait venir Ruth, organisant un rendez-vous pour la jeune femme au presbytère. Lorsque Ruth arriva, son expression était réservée, ses yeux mêlés de tristesse et d'incertitude. Elle attendait la conclusion, mais Miss Marple savait que la vérité sur la mort de Sir Neville ne faisait que commencer à se dévoiler. « Entrez, ma chérie », dit chaleureusement Miss Marple, faisant signe à Ruth de s'asseoir sur la chaise en face d'elle. La lumière du feu dansait dans la petite pièce, projetant de longues ombres le long des murs. « Je suis tellement contente que tu aies pu venir. Voudrais-tu du thé ?» Ruth hésita, puis hocha légèrement la tête. « Ah oui, merci, Miss Marple. J'ai pensé à tout ce qui s'est passé. C'est tellement de choses à assimiler. » Miss Marple versa le thé lentement, ses mouvements délibérés, tout en observant Ruth avec un examen attentif. « Je comprends. Ma chère, vous avez découvert beaucoup de choses sur le passé de Sir Neville, et cela doit être difficile d'apprendre la vraie nature de l'homme que vous croyez être quelque chose de tout à fait différent. » Les doigts de Ruth se resserrèrent autour de la tasse de thé, ses yeux clignotant un instant. « C'est juste, je n'aurais jamais imaginé que ce serait ainsi. Je pensais trouver des réponses, mais au lieu de cela, tout est tellement enchevêtré. » Miss Marple sourit doucement, observant attentivement la jeune femme. Le passé a tendance à se révéler en morceaux, Ruth. Certains de ces morceaux sont petits, presque imperceptibles, mais une fois assemblés,
Ils révèlent une vision plus large. Ruth hocha la tête, son regard se tournant vers le feu. Je pense que j'étais trop impatient de connaître la vérité. Je voulais donner un sens à tout, comprendre ce qui était arrivé à ma grand-tante Émilie et comment tout cela était lié. Miss Marple posa la théière et se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « Et maintenant vous avez la vérité, n'est-ce pas? La vérité sur Sir Neville. Mais je crains qu'il y ait encore quelque chose que vous ne comprenez pas complètement. » Ruth leva brusquement les yeux. « Que veux-tu dire ?» Le sourire de Miss Marple s'effaça lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Ruth. « Il y a quelque chose dans votre implication dans cette affaire, Ruth, quelque chose que j'ai observé, quelque chose qui n'a pas vraiment de sens jusqu'à présent. Vous voyez, pendant que vous êtes venu ici pour chercher des réponses à propos de Sir Neville, vous avez caché quelque chose vous-même. » Ruth tressaillit, sa main s'éloignant brusquement de sa tasse de thé. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit doucement Miss Marple, « que la façon dont vous avez réagi lorsque vous êtes arrivé à St. Mary Mead me dit que vous en saviez déjà plus que vous ne le prétendiez. Vous connaissiez la vérité, mais pas toute, et maintenant je crois que vous avez essayé de dissimuler quelque chose. » Le visage de Ruth pâlit alors que le poids des mots de Miss Marple s'imposait. Sa respiration s'accéléra et elle se leva, s'éloignant de la chaise. « Non, ce n'est pas vrai. Je ne savais rien, je voulais juste comprendre. Dites-moi, Ruth, » l'interrompit Miss Marple, sa voix calme mais inébranlable. « Pourquoi êtes-vous venue ici en premier lieu? Vous avez dit que vous vouliez tourner la page, affronter Sir Neville. Mais ce n'était pas toute la vérité, n'est-ce pas ?» Ruth se figea, ses épaules tremblant alors qu'elle se laissa finalement tomber dans le fauteuil. « Je suis venue découvrir ce qui était arrivé à Émilie, mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne voulais pas que quiconque sache. » Sa voix se brisa alors qu'elle murmura « Je ne suis pas seulement venue pour demander justice, je suis venue pour m'assurer que Sir Neville ne ruine pas ma vie aussi. »« Ruiner ta vie ?» répéta Miss Marple, sa voix basse et douce. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ruth leva les yeux remplis de larmes, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je l'ai découvert, Miss Marple. J'ai découvert que mon père, l'homme que je pensais être mon père, ne l'était pas. Sir Neville l'était. Je suis sa fille. Émilie était ma mère. » Pendant un instant, la pièce sembla tourner tandis que Miss Marple entendait les paroles de Ruth. La révélation tomba sur elle comme un linceul, son énormité se dévoilant avec une clarté qui lui coupa le souffle. Ruth Ellicott n'était pas seulement la petite nièce d'Émilie, elle était la fille de Sir Neville lui-même. « Vous êtes sa fille ?» répéta doucement Miss Marple, les yeux fixés sur Ruth. « Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes venu ici, pour empêcher Sir Neville d'exposer la vérité. Vous ne vouliez pas que les péchés de votre père soient connus. Vous ne vouliez pas être le produit de ce scandale. » Le visage de Ruth se plissa alors qu'elle hochait la tête, un sanglot s'échappant de ses lèvres. « Je n'ai jamais voulu que quiconque le sache. Je pensais que je pouvais vivre ma vie sans que cela soit révélé. Mais maintenant, je vois, j'ai aggravé les choses. Je ne voulais blesser personne, mais j'ai fini par causer plus de douleur que je n'aurais jamais pu imaginer. » Miss Marple resta silencieuse un moment, son regard s'adoucissant d'empathie. « Vous avez porté ce fardeau toutes ces années, n'est-ce pas? Le poids de connaître votre véritable filiation et la honte de ce que Sir Neville a fait. C'est compréhensible. Ruth, mais maintenant la vérité éclate, et vous devez y faire face tout comme nous tous. » Ruth hocha la tête, ses mains tremblantes alors qu'elle s'essuyait les yeux. « Je ne voulais pas que tout cela arrive. Je ne voulais pas que Sir Neville meure. Je n'ai jamais voulu ça. » Miss Marple se releva lentement, se dirigeant vers la jeune femme. « Non, Ruth, vous ne vouliez pas ça, mais vous vouliez le contrôle. Vous vouliez vous assurer que le secret de Sir Neville restait enterré et que vous puissiez vivre votre vie
sans que la vérité soit révélée. Et maintenant que c'est le cas, vous devez trouver un moyen d'avancer. Alors que Ruth était assise tranquillement, l'esprit de Miss Marple commença à traiter les dernières pièces du puzzle. La mort de Sir Neville n'était pas un accident. Ce n'était pas seulement une histoire tragique de trahison et de dénonciation. C'était le résultat d'une tentative désespérée de préserver une vie fondée sur le mensonge. Ruth était venue à St. Mary Mead, non seulement pour obtenir des réponses, mais aussi pour empêcher que sa propre existence ne s'effondre. En fin de compte, Miss Marple le savait, ce n'étaient pas seulement les actions de Sir Neville qui avaient été révélées, mais aussi la peur de Ruth face à la vérité. Et même si le meurtrier a été traduit en justice, les blessures émotionnelles demeurent, complexes et non résolues. Miss Marple lança à Ruth un dernier regard doux. « La vérité est un lourd fardeau, ma chère, mais c'est la seule façon d'avancer, la seule façon de trouver la paix. » Le lendemain matin, alors que le soleil se levait lentement sur le village endormi de St. Mary Mead, un air de finalité planait sur la ville. Les échos des événements des jours précédents s'étaient calmés, mais la vérité était enfin claire. La mort de Sir Neville Creswell n'a pas été résolue par les affrontements dramatiques auxquels on pourrait s'attendre, mais par le dénouement subtil d'un réseau complexe de mensonges, de peurs et d'actions désespérées. L'inspecteur Craddock se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant le ciel gris, les mains jointes derrière le dos. Miss Marple était assise sur la chaise en face de lui, les mains croisées sur ses genoux, l'expression sereine même si son esprit s'emballait avec les conclusions finales qu'elle avait tirées au cours des derniers jours. Craddock se tourna vers elle. « Donc tout est fini maintenant. Madame Lonsdale est en détention et Ruth est la cote. Eh bien, son rôle dans tout ça est plus compliqué que je ne le pensais au départ. » Miss Marple sourit doucement, ses yeux s'adoucissant avec une pointe de sympathie. « Oui, inspecteur, tout est fini, mais le chemin pour arriver ici a été long et compliqué. » Craddock passa une main dans ses cheveux, un soupir lui échappant. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Madame Lonsdale, une femme qui semblait si convenable, si posée, une meurtrière. » Le sourire de Miss Marple resta faible. « Ce ne sont jamais ceux auxquels nous nous attendons, n'est-ce pas? Madame Lonsdale a passé des années à construire soigneusement sa vie, fondée sur le contrôle, le secret et la manipulation. Lorsque cette vie a été menacée, elle a agi par peur et non par méchanceté. C'est une histoire tragique, mais c'est aussi une histoire vieille comme le monde, celle d'une personne si profondément investie dans un mensonge qu'elle ferait tout pour le protéger. » Craddock hocha lentement la tête. « Mais Ruth et la cote, je ne comprends toujours pas comment elle s'intègre dans tout ça. »« Ah, Ruth, » dit doucement Miss Marple, sa voix reflétant une douce tristesse. « Ruth ne faisait pas partie du meurtre, inspecteur, mais elle faisait partie de l'histoire, un rôle crucial. Elle est venue à St. Mary Mead avec le désir de confronter Sir Neville à propos de son passé, mais la vraie raison pour laquelle elle est venue était de s'assurer que son propre secret restait caché. Vous voyez, Ruth connaissait la vérité bien avant chacun d'entre nous. Elle savait que Sir Neville était son père, pas seulement un parent éloigné de sa grand-tante Émilie. Et elle était terrifiée à l'idée que la vérité soit révélée, que sa propre vie serait brisée. Mais, Miss Marple, comment a-t-elle pu garder ce secret aussi longtemps ? Demanda Craddock, la voix teintée d'incrédulité. C'est simple, répondit Miss Marple, les yeux perçants. Elle avait la couverture parfaite. Elle pensait que si le passé de Sir Neville était un jour révélé, sa propre existence, son identité, serait révélée comme un mensonge. Elle perdrait tout. Ainsi, lorsqu'elle l'a confronté, elle ne l'a pas fait seulement pour demander justice pour Émilie, mais pour s'assurer que le silence de Sir Neville sur son héritage reste intact. Elle a dû empêcher que ce secret soit connu. Craddock prit une profonde inspiration, essayant d'absorber le poids de tout cela. Donc elle n'essayait pas de tuer Sir Neville, mais elle était complice de sa mort.
Sa présence là-bas, sa confrontation avec lui, cela l'a fait paniquer, et dans sa panique, Madame Lonsdale a agi. Exactement, confirma Miss Marple. Madame Lonsdale s'était déjà préparée au pire. Sir Neville avait prévu de mourir selon ses propres conditions, avec le poison qu'il gardait caché dans son bureau. Mais quand Ruth est apparue, il a eu peur qu'elle révèle tout, et il a donc réagi violemment. Madame Lonsdale a vu une opportunité de contrôler la situation, de dissimuler la vérité. Mais à la fin, elle a tué Sir Neville pour protéger non seulement son secret, mais le sien. Le regard de Craddock s'assombrit alors qu'il réfléchissait au cours des événements. Et le bâton. Le poison dessus, c'était un moyen pour parvenir à une fin, a terminé Miss Marple. Sir Neville l'avait utilisé plus tôt sans le savoir. Mais Madame Lonsdale, réalisant la possibilité que Ruth puisse se rapprocher de la vérité, a pris le bâton empoisonné dans le bureau de Sir Neville et l'a installé de manière à ce qu'il soit trouvé comme la dernière pièce du puzzle. Elle essayait de contrôler le récit pour s'assurer que personne n'apprenne jamais son rôle dans le passé de Sir Neville. Il y eut un long silence entre eux. La résolution, si soigneusement enveloppée de mots, semblait être une chose lourde et pesante. « Mais Ruth n'a jamais été la méchante ici, n'est-ce pas ?» demanda Craddock après un moment, sa voix s'adoucissant de compréhension. « Non, » dit doucement Miss Marple. Ruth était une jeune femme prise dans une situation qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle voulait comprendre la vérité sur la vie de sa mère et, ce faisant, elle a découvert un passé plus compliqué qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Mais elle n'était pas responsable de la mort de Sir Neville. Elle n'était qu'un catalyseur. Son arrivée a déclenché la tempête, mais elle ne l'a pas créée. « Et Madame Lonsdale ?» demanda Craddock. « Madame Lonsdale a agi par peur et par désespoir », a déclaré Miss Marple. Son rôle dans la vie de Sir Neville a toujours été celui d'une protectrice. D'abord de sa réputation, puis de ses secrets. Mais lorsqu'elle a réalisé que ses secrets étaient sur le point d'être révélés, elle a fait un choix. Et ce choix a conduit au meurtre. Craddock secoua la tête, toujours conscient de la complexité de la situation. Je suppose que ce qu'ils disent est vrai. Chaque histoire a plus d'un côté. Et dans ce cas, il n'y avait plus que deux côtés à découvrir. En effet, acquiesça Miss Marple d'un ton pensif, la vérité n'est jamais aussi simple que nous le souhaiterions. Nous regardons les gens et nous pensons les connaître, mais ce sont les parties cachées, les secrets, les peurs, qui façonnent souvent qui ils sont réellement. Il y eut une longue pause pendant que Craddock réfléchissait à l'affaire, son esprit parcourant les détails une dernière fois. Et maintenant, qu'arrive-t-il à Ruth, à Madame Lonsdale? Miss Marple soupira, une douce tristesse dans les yeux. Madame Lonsdale fera face aux conséquences de ses actes, tout comme Ruth à sa manière. La vérité a été révélée et c'est un lourd fardeau pour eux deux. Mais Ruth, je pense qu'elle trouvera un moyen de vivre avec. Elle a la force d'avancer. Elle a juste besoin de temps. Et Madame Lonsdale, Craddock appuya. Elle a vécu une vie de manipulation et de peur, inspecteur. Mais maintenant, elle doit répondre de ses choix. Et en fin de compte, ce sera sa véritable punition. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers détails de l'affaire étaient réglés et que les autorités se préparaient à passer aux étapes suivantes, Miss Marple s'assit seule dans le presbytère tranquille. La pièce était baignée par la douce lueur de la lampe à côté d'elle, les ombres s'étendant sur les murs. Elle pensa à Ruth Ellicott, une jeune femme accablée par un secret qu'elle ne voulait jamais porter. Elle pensa à Madame Lonsdale, une femme qui avait passé des années à bâtir une vie fondée sur des mensonges et qui est désormais confrontée aux conséquences de ses propres choix. Et elle pensa à Sir Neville Creswell, dont la carrière, la réputation et le passé avaient conduit à ce moment. Il avait été un homme défini par ses propres peurs et, en fin de compte, ce sont ces peurs qui avaient provoqué sa perte. Miss Marple ferma les yeux un instant, sentant le poids de la vérité s'abattre sur elle comme un lourd manteau. Le mystère était résolu.
Les coupables avaient été traduits en justice, et dans le paisible village de St. Mary Mead, la vie continuerait comme elle l'avait toujours fait. Mais pour Miss Marple, il y avait toujours quelque chose de nouveau à observer, quelque chose de nouveau à comprendre, car après tout, dans le monde de la nature humaine, les mystères ne finissent jamais vraiment. Le village de St. Mary Mead a toujours été un lieu de rythme calme, de visage et de routine familier. Les saisons changeaient avec la facilité d'une horloge bien réglée et la vie avançait sans hâte. Mais à la suite de la mort tragique de Sir Neville Creswell, il y a eu un changement indéniable dans l'atmosphère. Un subtil courant de malaise persistait dans l'air. Miss Marple, cependant, avait toujours été habituée aux suites tranquilles d'un mystère. Le monde pouvait continuer à tourner, mais elle connaissait la vérité la plus profonde. Tout avait changé, ne serait-ce que pour ceux qui avaient vécu les événements. Le monde semble revenir à la normale, mais pour ceux dont la vie a été touchée par le crime et la perte, les choses ne pourraient plus jamais être vraiment les mêmes. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Madame Lonsdale, et Ruth Ellicott, même si elle n'était pas impliquée dans le meurtre, était confrontée à ses propres jugements internes. Les villageois de St. Mary Mead avaient montré de la sympathie, même s'il était clair que les chuchotements la suivaient toujours, et que sa présence dans le village n'était plus la même qu'autrefois. Miss Marple n'avait pas eu de nouvelles de Ruth depuis sa dernière visite au presbytère, mais elle savait que la jeune femme, ayant appris la vérité sur sa filiation, aurait besoin de temps. Il est temps de se réconcilier avec la famille qu'elle n'a jamais connue, et d'affronter un passé qui lui a été caché pendant si longtemps. Par une matinée lumineuse et fraîche, Miss Marple a fait sa promenade habituelle à travers le village. Les feuilles avaient commencé à tomber, l'air était plus frais qu'avant, et les couleurs autrefois vibrantes de l'été cédaient la place aux teintes sourdes de l'automne. C'est au cours de cette promenade qu'elle remarqua Ruth assise sur un banc devant l'église du village, regardant le chemin de pierre avec une expression que Miss Marple avait fini par reconnaître. Un mélange de chagrin, de contemplation et de résignation tranquille. Alors que Miss Marple approchait, Ruth leva les yeux surprise avant que son visage ne s'adoucît. « Miss Marple » dit-elle doucement, sa voix portant encore le poids des dernières semaines. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Miss Marple sourit gentiment et s'assit à côté d'elle. « Je fais cette promenade tous les matins, Ruth. C'est une façon paisible de commencer la journée, et je crois qu'il est temps que nous parlions. » Ruth hocha la tête, les yeux toujours lointains. « Je suppose que je devrais vous remercier. C'est vous qui avez aidé à tout mettre en lumière. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais appris la vérité sur ma famille. Et sur moi-même. » Le sourire de Miss Marple était gentil, mais ses yeux étaient perçants. La vérité, Ruth, est souvent un fardeau, surtout lorsqu'elle nous oblige à affronter des choses que nous préférons oublier. Mais la vérité est aussi la seule voie à suivre, et parfois, elle nous aide à devenir la personne que nous sommes censés être. Ruth resta silencieuse un long moment, le regard toujours fixé sur le chemin à parcourir. « J'y ai pensé, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Sur qui je suis vraiment maintenant. Sur les choses que je ne pourrai jamais changer. Ma mère, Émilie, et Sir Neville, ils sont tous les deux partis, et je n'aurai jamais la chance de leur poser les questions auxquelles j'ai besoin de réponses. C'est là le problème des secrets, dit doucement Miss Marple. Ils sont souvent laissés pour compte, sans réponse, sans solution. Mais tu dois te rappeler, Ruth, que nous ne pouvons pas toujours choisir notre passé. Ce que nous pouvons choisir, c'est la façon dont nous allons de l'avant. Vous n'êtes pas défini par Sir Neville ou par Émilie. Vous êtes défini par vos propres choix maintenant. » Ruth se tourna vers Miss Marple, les yeux remplis de larmes retenues. « Je veux le croire. Je veux trouver la paix. Arrêter de me sentir si perdue. Mais le passé continue de me hanter, Miss Marple. Chaque jour je me réveille, et je me souviens que je suis la fille d'un homme qui a abandonné sa chair et son sang. Je suis le produit d'un mensonge.
La voix de Miss Marple s'adoucit avec empathie. « Ruth, le passé peut nous façonner, mais il ne doit pas nécessairement nous définir. Tu es la personne que tu choisis de devenir. Et personne ne peut t'enlever cela. » Le visage de Ruth s'adoucit, et elle fit à Miss Marple un petit sourire reconnaissant. « Merci, » murmura-t-elle. « Je vais essayer. J'essaierai de faire ce que tu as dit. J'essaierai de trouver la paix avec tout. » Les deux femmes restèrent assises dans un silence amical pendant encore quelques instants, regardant le vent remuer les feuilles mortes sur le chemin du cimetière. Miss Marple pouvait voir la détermination tranquille sur le visage de Ruth, une lueur d'espoir là où il n'y avait autrefois que du désespoir. « Penses-tu que je pourrais un jour accepter tout ça ?» demanda Ruth d'une voix calme mais sincère. « Je pense que vous le ferez avec le temps, » répondit Miss Marple, sa voix douce mais ferme. « Cela peut prendre plus de temps que prévu, mais la vérité est que vous avez déjà commencé. Le plus difficile est toujours d'admettre ce que nous avons fui. Mais vous l'avez fait. Et maintenant, Ruth, vous avez la chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appartient. » Ruth hocha la tête, les épaules un peu moins voûtées qu'auparavant, le poids de son chagrin moins lourd maintenant. « Je vais essayer, Miss Marple. J'essaierai d'être la personne que je veux être. » L'enquête sur la mort de Sir Neville a été officiellement conclue, et Madame Lonsdale, reconnue coupable de meurtre, a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Le procès avait été rapide, et même si les villageois l'avaient observé avec curiosité, rares étaient ceux qui avaient été véritablement choqués par le résultat. Les actions de Madame Lonsdale étaient nées de la peur et d'un besoin désespéré de contrôler le passé, mais en fin de compte, son désir de se protéger de toute exposition l'avait conduite à commettre l'erreur ultime et irréversible. Ruth Ellicott, comme Miss Marple l'avait prédit, avait choisi de rester à St. Mary Mead. Même si sa présence était encore accueillie par des regards curieux ou des mots murmurés occasionnellement, elle avait commencé à reconstruire sa vie au village, en forgeant soigneusement de nouveaux liens et en abandonnant les vieux liens avec un passé qui n'avait jamais vraiment été le sien. Miss Marple, pour sa part, était contente. Le village, comme toujours, continuerait à son rythme calme et régulier. Il n'y aurait plus de mystère pour l'instant, plus de secrets cachés sous la surface. Mais Miss Marple le savait mieux que quiconque. Dans un endroit comme St. Mary Mead, il y aurait toujours plus à découvrir, plus à observer. Le monde était plein de secrets, et Miss Marple avait le don de les remarquer. Alors qu'elle était assise dans son fauteuil préféré près du feu, tricotant une nouvelle pièce pour sa collection toujours croissante d'antimacassars, Miss Marple réfléchissait à l'affaire, aux mensonges, aux peurs et à la révélation ultime qui avait tout mis en lumière. La vérité, elle le savait, était une chose délicate, fragile et souvent douloureuse, mais c'était aussi la seule chose qui pouvait libérer les gens. Et en fin de compte, c'était le plus beau cadeau de tous. Alors que St. Mary Mead reprenait son rythme familier, Miss Marple sourit doucement, sachant que, pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'y avait plus rien à faire. Le mystère avait été résolu. Les coupables avaient été traduits en justice. Et le village, comme l'orchestre de la dernière représentation de Sir Neville, avait trouvé son harmonie finale et tacite. St. Mary Mead, village toujours pittoresque, reprit sa vie tranquille et habituelle. Ses habitants retournant à leur routine quotidienne avec un sentiment de soulagement, même si personne ne pouvait oublier le scandale qui avait ébranlé le village jusqu'à son cœur. La mort de Sir Neville Creswell et la révélation des secrets qui l'entouraient avaient laissé une marque indélébile sur la communauté. Miss Marple, cependant, était en paix. Elle avait vu la vérité éclater, comme toujours, avec une clarté que peu de gens pouvaient rivaliser. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place et les fils de la tromperie qui tenaient autrefois le village en haleine se dénouaient désormais. Et pourtant, il y avait quelque chose dans cette résolution qui persistait encore dans son esprit. Ce n'était pas le meurtre lui-même, c'était le mobile, la peur,
L'instinct de conservation et le désir désespéré de garder le contrôle avaient poussé Madame Lonsdale à commettre un crime qui avait modifié à jamais le cours de nombreuses vies. Mais en fin de compte, ce n'est pas la culpabilité des autres qui a été révélée. Ce sont les fardeaux silencieux du passé qui ont façonné ceux qui les portaient. Miss Marple était assise près du feu dans son salon confortable, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, tout en pensant à Ruth et la côte. La jeune femme avait commencé à reconstruire sa vie au village, sa présence n'étant plus celle de la suspicion, mais de l'acceptation tranquille. Ruth avait accepté la vérité sur sa filiation, et même si la révélation l'avait ébranlée, elle l'avait finalement libérée du fardeau de vivre dans le mensonge. Il était tard dans l'après-midi, lorsque la rêverie de Miss Marple fut interrompue par un coup frappé à la porte. Elle posa son tricot et se leva avec sa grâce habituelle, l'ouvrant pour trouver Ruth debout sur le pas de la porte, le visage serein, même si ses yeux portèrent le poids de quelqu'un qui avait vécu beaucoup de choses ces dernières semaines. « Miss Marple » dit doucement Ruth, sa voix portant une note de gratitude tranquille. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, ma chère, » répondit Miss Marple avec un doux sourire. « Entrez, s'il vous plaît. Comment allez-vous » Ruth entra, regardant autour de la pièce familière. « Je vais mieux, Miss Marple. Beaucoup mieux, en fait. J'ai pensé à tout, à Sœur Neville, à Émilie, et à la vie que je veux mener à partir de maintenant. » Miss Marple hocha la tête, les yeux chauds de compréhension. « Je suis heureux d'entendre. Cela, ce n'est jamais facile de faire face au passé, mais parfois c'est la seule façon d'avancer. » Ruth s'assit en face de Miss Marple, les mains croisées sur ses genoux. « J'ai décidé de rester à St. Mary Mead pour le moment. Je ne peux pas imaginer aller ailleurs, du moins pas pour le moment. Ce village, c'est devenu un endroit où je peux guérir, où je peux comprendre qui je suis, et non pas qui je pensais. » Miss Marple sourit doucement. « C'est une sage décision, Ruth. La guérison est un processus lent, et elle doit venir en son temps. Mais tu es forte. Tu as déjà fait le premier pas. »« Je te dois tout, » dit Ruth d'une voix sincère. « Vous m'avez aidé à comprendre que je n'avais pas besoin d'être définie par le passé de Sœur Neville. Je n'ai pas eu à porter ce fardeau pour toujours. » Miss Marple pencha légèrement la tête, l'expression pensive. « Tu as toujours eu la force en toi, Ruth. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un pour nous aider à la voir. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir d'effacer les ombres. » Ruth sourit, ses yeux brillants d'une détermination tranquille. « Je vais profiter au maximum de cette seconde chance. Je ne sais pas encore exactement à quoi cela ressemble, mais je vais essayer. » Le regard de Miss Marple s'adoucit alors qu'elle étudiait Ruth. « C'est tout ce que nous pouvons faire, ma chère, essayez. Et puis un jour vous découvrirez que le passé ne vous retient plus, que vous l'avez dépassé. » Il y eut un long silence entre eux, le seul bruit étant le crépitement du feu dans l'âtre. Finalement, Ruth se leva et se dirigea vers la porte, se tournant vers Miss Marple avec un léger sourire. « Merci, Miss Marple, » dit-elle doucement. « Pour tout. »« Faites attention, Ruth, » répondit Miss Marple avec un sourire chaleureux. « Et rappelez-vous, le passé n'est qu'une note dans la symphonie de votre vie. Il n'est pas nécessaire qu'il définisse la composition entière. » Alors que Ruth sortait dans l'air frais du soir, Miss Marple retourna à sa chaise, les yeux pensifs. Elle ne doutait pas que Ruth finirait par trouver la paix. La jeune femme avait déjà franchi le pas le plus difficile. Elle avait affronté la vérité et, ce faisant, s'était libérée du poids du passé. Quelques jours plus tard, les derniers détails de l'affaire étaient réglés. Madame Lonsdale a été reconnue coupable de meurtre et Ruth a dû continuer sa vie, son lien avec la sombre histoire de Sœur Neville étant désormais révélé à jamais. Les villageois, bien que curieux, ont lentement commencé à surmonter le scandale. St. Mary Mead, comme toujours, a repris ses rythmes normaux, faire du pain, aller à l'église et se rassembler pour le thé. Mais le bourdonnement tranquille de la vie du village avait changé, subtilement, comme c'était toujours le cas lorsqu'un mystère était résolu
et la vérité révélée. La vie a continué, mais elle n'a plus jamais été la même une fois que les ténèbres ont été ramenées à la lumière. Miss Marple se tenait à sa fenêtre, regardant le paisible village, ses pensées dérivant. C'était une soirée parfaite pour une promenade, décida-t-elle, et sur ce, elle enfila son châle et sortit. L'air était vif et la douce lumière du soleil couchant baignait le village de teintes dorées. Le calme de la campagne était quelque chose que Miss Marple avait toujours aimé. La façon dont elle semblait retenir son souffle, comme si elle écoutait quelque chose hors de sa portée. Tout en marchant le long du chemin, elle réfléchissait à l'affaire qui l'avait amenée. Si, le mystère de la mort de Sir Neville Creswell était complexe, tissé de couches de tromperie et de vieilles blessures. Mais à la fin, comme toujours, la vérité a éclaté au grand jour. Et cela, Miss Marple le savait, était la seule véritable résolution que l'on puisse espérer. Le mystère avait été résolu, les coupables avaient été traduits en justice. Et maintenant, le village pourrait retrouver son existence paisible, ses secrets dévoilés et son avenir incertain. Mais pour Miss Marple, le monde resterait toujours plein de mystères. Car il y aurait toujours une autre énigme à résoudre, une autre affaire à résoudre. Et c'était ce qui la maintenait alerte, ce qui la poussait à regarder, à observer, à écouter. Car Miss Marple savait, comme elle l'avait toujours su, que la vérité, comme une symphonie bien jouée, atteignait toujours sa note finale inévitable.